Actualité et bienvenue à tous. Le chef de l'État, Joseph Kabila, est arrivé mercredi au Caire sur invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour assister ce jeudi avec plusieurs autres chefs d'État à la cérémonie d'inauguration de la seconde voie du canal de Suez qui doit permettre le doublement d'ici à 2030 du trafic maritime entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Sachez que la première voie du canal de Suez a été inaugurée en 1869 après 10 ans de travaux. 10 000 policiers sont mobilisés à travers tout le pays pour éviter tout incident ou attaque terroriste. Quoi de plus normal, l'événement se veut une réussite. Ouvert en 1869, le canal de Suez qui relie la mer Rouge et la mer Méditerranée est une des principales routes du commerce mondial, notamment pour le transport du pétrole. Il représente pour les autorités égyptiennes une source précieuse de devises étrangères. Pourquoi on a besoin d'un autre canal? Normalement, le premier canal qui était inauguré en 1869, il y a le problème de la navigation en général, puisque c'est un seul canal. Du coup, c'est justement les navires traversent dans une seule direction, à savoir soit du nord jusqu'au sud, soit du sud jusqu'au nord. L'expansion du canal est un des projets phares du président Al-Sisi qui espère relancer l'économie du pays au plus bas depuis 2011. En effet, avec cette nouvelle voie longue de 72 km, l'Égypte prévoit de doubler le trafic à l'horizon 2023, passant de 49 navires par jour à 97. De plus, la nouvelle artère qui permet la circulation à double sens réduit de 18 à 11 heures le temps d'attente des bateaux. La nouvelle voie devrait passer les revenus du canal de 5,3 milliards de dollars américains attendus à 13,2 en 2023. Sa construction, lancée le 5 août 2014, a coûté aux autorités 9 milliards de dollars et l'État a vendu des participations aux Égyptiens. La seconde voie du canal de Suez connaît donc son inauguration ce jeudi par le président Abdel Fattah al-Sisi aux côtés de différents invités dont le président français François Hollande et plusieurs autres chefs d'État africains dont Joseph Kabila de la République démocratique du Congo. À travers cette inauguration, l'Égypte veut s'afficher comme un acteur incontournable sur la scène régionale. Réunion de la Troïka stratégique à la primature, le chef du gouvernement ensemble avec les différents membres qui composent cette structure ont passé en revue la situation économique nationale. Plusieurs points ont donc fait l'objet de cette rencontre hebdomadaire, notamment la situation économique internationale et nationale. La Troïka est aussi revenue sur la paye des fonctionnaires sous toute l'étendue de la RDC. Et le porte-parole de la MONUSCO, Félix Basse, salue la détermination des forces armées de la RDC dans la traque des rebelles des FDLR dans le nord et sud Kivu. Encore le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, le nombre d'éléments FDLR encore actifs à l'est de la RDC est passé de 12 000 à moins de 400. Ces rebelles rwandais sont accusés de plusieurs exactions contre la population civile. Pour rappel, les FDLR vivent sur le sol congolais depuis plus de 20 ans. Ils avaient fui leur pays, le Rwanda, après la chute du régime Habyarimana. Rendons-nous en Mbandaka, dans la province de l'Équateur, où la société civile a décrété 2 journées ville morte. Donc, ce jeudi et vendredi, des inciviques sèment la terreur dans cette partie du pays et la société civile interpelle à cet effet les autorités provinciales à prendre des dispositions pour mettre fin à cette situation. Et de son côté, le général Luboya, commandant de la 13e région militaire, invite la population au calme. Plus de détails avec Pamafi Otenga. Proclamé pour 2 jours, le jeudi 6 et vendredi 7 août 2015 par les 3 coordinations provinciales de la société civile Équateur, les journées Mbandaka Ville Morte commencent en principe ce jeudi 6 août 2015. Selon les organisateurs, cette action a pour but de contraindre l'autorité provinciale et ses services spécialisés à prendre toutes les dispositions utiles pour mettre fin à la recrudescence des cas d'insécurité qui perturbent depuis un bon moment la quiétude des paisibles personnes. À titre d'information, hormis les visites de nuit qui aboutissent au pillage des biens d'autrui avec menace des hommes armés non autrement identifiés, l'on déplore déjà la mort d'un étudiant par balle dans la nuit de lundi à mardi dernier au quartier Sokozelo, ce qui a été à la révolte populaire
élément de FARDC en promenade a été tabassé à mort avant d'être admis dans un centre médical de la place. Pour ce faire, le général Johnny Lubuya, commandant à 13e région militaire, appelle la population au calme et à ne pas céder aux manipulations des semeurs de troubles. Ce jeudi, la situation est calme. Quelques magasins et boutiques ont ouvert et les activités reprennent petit à petit à travers la ville. Bandaka pour M. Otenga, Télé 50. Présidentielle en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président sortant, a fait acte officiel des candidatures. Après un premier mandat, le chef de l'État ivoirien postule pour un nouveau quinquennat. Il s'est officiellement inscrit à la commission électorale indépendante après avoir déclaré ouvertement son ambition d'être réélu dès le premier tour des élections prévues le 25 octobre. Président sortant ivoirien et candidat de la coalition RHDP, qui réunit 4 partis dont le PDCI et le RDR, Alassane Ouattara a officiellement déposé sa candidature pour un nouveau mandat à la tête du pays. Après un premier mandat, le chef de l'État ivoirien postule pour 5 nouvelles années. Il s'est officiellement inscrit hier mercredi à la commission électorale indépendante. Ouattara, qui veut être réélu président dès le premier tour des élections du 25 octobre 2015, aura donc été le deuxième à franchir les portes de la commission électorale indépendante pour déposer sa candidature après Éloi Bolou Gwali, un candidat indépendant. Reçu par Youssoufou Bakayoko, président de la CEI, à qui il a remis en moins d'une heure toutes les pièces nécessaires à ce dépôt de candidature. À sa sortie, le président ivoirien est allé rejoindre la foule de supporters et des militants venus l'acclamer pour la circonstance. La clôture des inscriptions se fera le 25 août. Ensuite, les dossiers seront transmis au Conseil constitutionnel qui dispose d'une semaine pour valider ou invalider certaines candidatures. Début septembre, on devrait donc connaître la liste complète des hommes ou femmes qui prétendent présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, un bateau de pêche transportant des centaines d'immigrants a chaviré hier mercredi à environ 30 km de la côte libyenne. Plus de 200 personnes sont toujours portées disparues. Les opérations de secours se poursuivent ce jeudi. Ces naufrages pourraient être le plus important depuis celui qui a coûté la vie à quelques 800 personnes en avril. L'Organisation internationale pour les migrations annonce que plus de 2000 migrants sont morts depuis le début de l'année en Méditerranée. C'est un bateau de pêche transportant des centaines de migrants qui a chaviré à environ 30 km de la côte libyenne. À son bord, 600 personnes, parmi lesquelles des familles avec des enfants qui tentaient une fois de plus de rejoindre l'Europe. Dans la journée de mercredi, le navire lance un appel à l'aide aux gardes-côtes de Catane en Sicile, qui se trouvait à environ 15 miles des côtes libyennes au nord de la ville de Zouara, non loin de la frontière tunisienne. Qu'est-ce qui se passe exactement? 2 embarcations ont été envoyées sur place. L'une des Médecins sans frontières et l'autre de la marine irlandaise qui patrouillait dans la zone. Sur place, le bilan est lourd. Sur les 600 passagers à bord, les autorités irlandaises affirment avoir secouru quelques 400 personnes, dont 12 femmes et 13 enfants. 25 corps ont cependant été repêchés, mais plus de 200 personnes sont toujours portées disparues. Parmi les causes de cet accident, selon le porte-parole en Italie du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, la mer était calme, mais le bateau a rapidement coulé parce qu'il était en métal et beaucoup de migrants sont probablement restés bloqués dans l'épave. Pour l'instant, les opérations de secours vont se poursuivre, mais il faut signaler que ce naufrage pourrait être le plus important depuis celui qui a coûté la vie à plus de 800 personnes en avril. Un naufrage de plus cette année en Méditerranée, alors que l'on comptait déjà plus de 2000 migrants morts. Parlons du vol MH370 de la compagnie Malaysia Airlines. Les premières analyses menées à Toulouse, en France, ont confirmé que les débris d'avions retrouvés la semaine dernière dans l'océan Indien, eh bien, celui du Boeing. C'est le Premier ministre malaisien qui l'a annoncé mercredi, mais le parquet de Paris, quant à lui, a parlé des très fortes présomptions. Le vol MH370 avait disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord. Gloria Mbouya. Aujourd'hui, 515 jours après la disparition de l'avion, c'est le cœur lourd que je dois vous annoncer qu'une équipe internationale d'experts a conclu que le débris trouvé sur l'île de la Réunion provient
effectivement du vol MH370. C'est ce qu'a déclaré avec douleur le Premier ministre de Malaisie, Najib Razak, lors d'une conférence organisée au milieu de la nuit, de mercredi à jeudi, à Kuala Lumpur. C'est depuis longtemps que la Malaisie attend la moindre trace, la moindre confirmation que l'appareil s'est bien abîmé en mer. Mais côté justice français, on se montre beaucoup plus prudent. Le parquet de France, qui tenait une conférence de presse quelques minutes après l'annonce en provenance de la Malaisie, parle plutôt des très fortes présomptions. Au vu de constatations effectuées par l'expert, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il existe des très fortes présomptions pour que le flaperon retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion le 29 juillet 2015 appartiennent bien au Boeing 777 du vol MH370. Par ailleurs, des analyses complémentaires vont être menées à partir de ce jeudi dans le laboratoire militaire de Balma, près de Toulouse, afin d'être plus affirmatif à côté français. Reste à rechercher cependant des indices sur les causes de l'accident, notamment si l'avion a été détruit en vol ou s'il s'est désintégré en percutant la surface de l'océan. C'était plutôt la voix d'Éric Lukoki. Rendons-nous en Asie. Le Japon commémore ce jeudi le terrible anniversaire de la première attaque atomique. 6 août 1945, la première bombe nucléaire était larguée par le bombardier américain Enola Gay sur Hiroshima. 75 000 personnes ont perdu la vie sur le coup et plusieurs dizaines de milliers dans les jours qui ont suivi. Ce fut un jour d'apocalypse pour les habitants d'Hiroshima, l'une des plus grandes villes du Japon, faisant 140 000 victimes. Hommes, femmes et enfants, 75 000 périrent à l'instant même où les États-Unis ont lâché ce qui était alors l'arme la plus destructrice jamais produite, et 50 000 autres sont morts dans le mois qui ont suivi. Un bombardier B-29 baptisé Enola Gay, volant à haute altitude au-dessus de la ville, a largué une bombe à uranium dotée d'une force destructrice équivalente à 16 kilotonnes de TNT. 43 secondes plus tard, alors qu'elle s'est trouvée à 600 mètres du sol, la bombe a explosé en une boule de feu, dégageant une température d'1 million de degrés Celsius. Au-dessus de la ville, un gigantesque champignon nucléaire s'est élevé jusqu'à 16 km d'altitude. 7 décennies après le bombardement, les ondes de cette douleur indicible frappent encore ceux qui ont vécu cette terreur. 3 jours après Hiroshima, l'armée américaine a largué une bombe au plutonium sur la ville portuaire de Nagasaki, tuant près de 74 000 personnes. Pour les 2 frappes nucléaires américaines des 6 et 9 août 1945 au Japon, le chiffre de 250 000 morts est généralement retenu, portant un coup final au Japon impérial qui s'est rendu le 15 août 1945, marquant le terme de la Seconde Guerre mondiale. Ce 6 août à Hiroshima, des représentants de 100 pays ont assisté aux côtés du Premier ministre japonais Shinzo Abe, le plus grand nombre jamais présent aux cérémonies du premier bombardement nucléaire de l'histoire. Parmi eux, la sous-secrétaire américaine chargée du contrôle des armements, Rose Gottemoeller, plus haut responsable américain jamais envoyé de Washington pour les commémorations annuelles. Depuis la Malaisie où il effectue une visite officielle, le secrétaire d'État américain John Kerry a estimé que ce 70e anniversaire soulignait l'importance de l'accord nucléaire conclu avec l'Iran le 14 juillet. Un mot de football dans ces journaux. SV Club poursuit avec les séances d'entraînement en prévision de la nouvelle saison sportive au stade Tata Raphaël. L'équipe n'est pas encore au complet et pourra l'être dans les jours qui viennent. D'autres joueurs annoncés n'ont pas confirmé et Vita Club compte également laisser partir certains de ses cadres. Valdo Simoyamba. C'est plus qu'effective la reprise des entraînements au sein de l'AS Vita Club, et ce, après la présentation des nouvelles recrues. Pour cette nouvelle saison sportive, Victoria Club compte étoffer son effectif avec la qualité et non la quantité. Tous ceux qui doivent être là sont là, à part les malades. Mais sinon, et on n'a pas fini, encore d'autres personnes qui vont nous rejoindre, je crois jusqu'au début du championnat. Plusieurs matchs amicaux sont en vue et l'équipe envisage s'éloigner de la capitale pour une préparation un peu plus spécifique. On a prévu de faire 6 matchs, donc voilà, c'est prévu dans le cadre de la formation, de la préparation, pardon. Là, pour cette semaine, on va s'entraîner ici au stade Tata Raphaël, matin et après-midi.
Ensuite, on ira au centre Kourara où on s'entraînera aussi matin après-midi. Nombreux sont les nouvelles recrues qui ont répondu présents à la reprise des entraînements, mais il y a aussi des absents, des joueurs annoncés rejoindre l'AS Vita Club qui ne le feront plus. D'autres encore sont en pleine compétition. Il nous intéressait d'avoir Dark. Il se trouve que Dark doit aller en Belgique. On lui souhaite bonne chance. Badibake, comme beaucoup d'autres joueurs, il est dans nos tablettes. Quand il sera opportun de l'appeler, on l'appellera. Il y a des gens qui doivent nous rejoindre, mais qui sont encore en compétition africaine. Donc